puis c'est vrai qu'on les entend beaucoup depuis le départ de l'émission. Catherine Ney, parce qu'elle a beaucoup travaillé, j'allais dire, sur Lionel Jospin durant cette époque-là. Et puis André Valigny. C'est ambigu. On a une ambiguïté, Pascal. Bon. Sur le cas Jospin, si vous préférez. Et puis André Valigny qui... Tenez vos paroles. Pardonnez-moi. Comment dire, Catherine Ney qui faisait des éditoriaux à l'époque chaque matin, des livres. Voilà. Et donc, la gauche et la droite. Exactement, qui travaillait. Journaliste. Journaliste. Autour de Lionel Jospin. Journaliste curieuse. Et journaliste extrêmement influente. Journaliste à l'époque, oui. Bien sûr, Catherine Ney, l'éditorial de Catherine Ney le matin était entendu. Et puis à l'époque, il y avait sans doute plus de puissance pour les journalistes parce qu'il y avait moins de réseau. Quand Jean-Pierre Elkabbach recevait le matin un homme politique, il n'y avait pas Chaîne Info, tout se passait sur Europe 1 ou sur une radio concurrente. Que voulez-vous dire, je voulais un souvenir personnel, parce qu'en 97, lorsque Jospin se retrouve à Matignon après la dissolution ratée, les caisses de la France sont pleines. Et en 2002, moi je suis élu, j'arrive, et c'est Raffarin qui est Premier ministre, donc il succède à Jospin. Et il nous réunit, tous les députés UMP, on était nombreux, on était 350 à l'époque. Et il nous dit la chose suivante: quand je suis arrivé à Matignon, j'ai cherché partout où était passée la croissance. Pendant ce temps-là, l'Allemagne continuait, etc. J'ai cherché, et je l'ai trouvée. Elle est passée dans les 35 heures. Les 35 heures qui avaient été saluées par l'Allemagne comme une très très grande nouvelle pour l'Allemagne, voyez-vous. Les 35 heures, mon cher André, ça a été un désastre. C'est ce qui a commencé à entraîner la France vers le déficit que l'on connaît. Ce qui est embêtant, c'est que la droite a gouverné plus longtemps que la gauche depuis les 35 heures et vous n'êtes jamais revenu dessus. On ne l'a pas supprimé. On a eu tort. Mais je vais vous dire, je peux vous dire... Mais André Valigny, il ne vous a pas échappé que la droite en France a rarement été de droite. C'est-à-dire, il y a même Sarkozy. Mais il y a une phrase très célèbre, il y a deux partis de gauche en France, dont l'un se dit de droite par... dont l'un s'appelle la droite. Voilà, dont l'un s'appelle la droite. C'est une phrase très célèbre, mais là, je crains qu'elle soit... Pour faire bien, il fallait faire une politique de gauche. C'était ça, la réalité. Oui, non, mais là, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les 35 heures, bien même vous voyez, Manuel Valls, qui était porte-parole de Jospin, Madame Borne, qui était à son cabinet, on dit ça a été la grosse erreur du siècle. Et Valls m'a dit, mais nous, quand on a lancé ça, c'était idéologique, on ne s'en rendait pas compte des choses. Et moi, je m'en suis aperçu à Évry, puisqu'ils ont aussi passé les 35 heures sur la fonction publique, et que ça faisait exploser les budgets. Mais ce qui s'est passé pour les entreprises, on a désindustrialisé la France avec ça, parce que accélérer d'abord les délocalisations, parce que tout d'un coup, les 35 heures, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire un coût de production de 11 à 12% supplémentaire. Vous vous rendez compte de faire 11 à 12%? Donc, le prix de vente était impacté, et on a fait ça au moment où la Chine commençait à venir et à pointer son nez avec des prix. Mais c'est un manque de vision, mais c'est une horreur ce qu'on a fait pour la France. Idéologie. Et alors que Jospin, il a fait ça, il a annoncé ça, alors que plus aucun syndicat ne le lui demandait. Aucun syndicat ne disait, en tous les cas, les 35 heures, voilà, personne. Ce qu'est, c'est travailler plus pour gagner plus. Il voulait être mieux payé, ce qui est normal, voyez. Et Martine Aubry, qui au départ était contre, avait dit à la CFDT c'est une mauvaise idée. Après, comme elle était ministre de Jospin, et elle s'est prise au jeu aussi. Et donc elle a vu, y compris dans les hôpitaux, ça a ruiné les hôpitaux. Elle est devenue une icône auprès des infirmières qui avaient l'impression qu'elles avaient un peu plus de temps, et elle s'est dit ça peut peut-être m'aider pour être candidate. Les 35 heures s'appliquent plus du tout aux hôpitaux maintenant. Oui, d'accord. Mais ça a été longtemps, mais ça a tué l'hôpital. C'est ça qui a tué l'hôpital. Donc c'est quand même incroyable d'avoir fait d'idéologie. Mais la gauche est idéologique. Le réel n'existe pas. Et puis, disons-le, la gauche aime fabriquer des pauvres. Parce que ce sont ses électeurs. Vous savez, quand Léon Blum a fait les 40 heures en 36, on a hurlé, le patronat a hurlé, tout le monde a hurlé, et on n'est pas revenu sur les 40 heures. La réduction du temps de travail, non, on n'est pas revenu sur les 40 heures. C'est pas vrai, on est repassé aux 48 heures, parce qu'à cause de la guerre, on est resté 2 ans. À cause de la guerre, oui. Eh ben oui, figurez-vous que 36, 39, la guerre approchait. Non mais, André, je ne sous-estime pas l'impact négatif. Fabrique des pauvres. Non. Si, ça c'est trop facile. Ces électeurs. Ça c'est trop facile. Ces gens-là pourraient être élus. Non, mais attendez, tellement qu'elle multiplie. Juste une petite chose. Gauthier et moi juste derrière.
Je voulais intervenir parce que sur ce que vous avez dit juste avant la pause, quand vous parliez de Creil, en disant si on intervient face au voile qui veut rentrer dans les écoles, on est taxé de raciste. Et hasard du calendrier, Creil vient de basculer à la France insoumise des années donc après l'histoire du voile de Creil. Il se trouve qu'il y a un nouveau concept qui a avancé par LFI, qui est la Nouvelle France. Et toute personne qui oserait critiquer ce concept de Nouvelle France est aujourd'hui taxée de raciste. J'ai eu une polémique très concrète dans mon émission la semaine dernière le soir. Il y a Éric Tegner et Yohann Usaï qui ont parlé de la Nouvelle France en disant que tout le monde n'était pas le bienvenu au sein de cette Nouvelle France. C'est même pas eux qui l'ont dit. C'est le maire de Saint-Denis qui a dit que c'était la France issue de l'immigration. Et Éric Tegner dit ensuite, c'est pas toutes les immigrations qui sont les bienvenues au sein de cette Nouvelle France. Et on a déformé ce qu'il a dit avec Manuel Bompard en disant qu'il critiquait la couleur de peau du maire de Saint-Denis. C'était absolument pas cela. Mais par exemple, François-Olivier Gisbert, hier, il a dit, j'aimerais pas être un homme de confession juive à Roubaix. Parce qu'il y a un maire qui a juste traité Meyer Habib de porc, qui dit que les juifs sont des dragons célestes, et il y a l'islam politique qui gagne du terrain à Roubaix. Et islamisme et antisémitisme vont souvent de pair. Pour avoir dit des choses comme ça, François-Olivier Gisbert, il en prend plein la figure sur les réseaux sociaux. Éric Tegner et Yohann Usaï, ils en ont pris plein la figure. Mon émission a été rebaptisée 100% raciste par Quotidien, qui est devenu une officine d'extrême gauche de la France insoumise, et qui donc empêche toute critique, tout regard sur la Nouvelle France. Et qui trie les citoyens et les Français, si ce n'est LFI. Quand Mélenchon dit tout blanc, tout moche. Quand il y a les dérapages antisémites à foison. Qui les trie, les Français, si ce n'est LFI? 16h42, on va marquer une pause, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai vu Quotidien réagir sur votre émission. Il vous traite de raciste. Le racisme, on rappelle, c'est pas un délit, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, qui porte plainte? Parce qu'en fait, il y avait... Nous, on pourrait porter plainte pour diffamation. Mais vous devriez. Franchement, vous devriez. La chaîne, c'est la chaîne, mais plus que moi. Parce que vous, mais oui, parce qu'en fait, le laisser-faire aussi, c'est vraiment... C'est Yohann et Éric. On vous traite de raciste, et évidemment, le racisme, je le répète, c'est très précis. Que c'est, si vous avez un propos raciste, que ces gens-là portent plainte. Mais moi, je prends pas de leçon d'une émission qui se moquait des rescapés de l'attentat antisémite de Sydney. Je prends pas de leçon d'eux. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je voulais revenir à Jospin. Oui, c'est pas raison. Non, mais sur Jospin, je voulais juste dire une chose. Moi qui fais... Non, mais on va la faire la pub. Mais moi qui fais les questions de logement sur Europe 1. Bon, je peux vous dire que cette idée... cette loi SRU qui a été donc prise sous Jospin et qui oblige les maires quand même à construire 25% de logement social, pardon, mais quand on parle de pauvreté et de cette gauche qui a besoin d'une certaine pauvreté, le fait d'obliger les maires à construire du logement social à n'en plus finir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a quand même une population que l'on conserve, que l'on entretient et qui permet ensuite d'être élu. C'est ça qui se passe, parce que les gens qui sont dans le logement social, malheureusement, c'est les mêmes qui sont les victimes des 35 heures. Par exemple. Parce que les 35 heures, on devait devenir... les 35 heures... Les 35 heures... Christophe, on marque une pause. Bon, une marque une pause. Mais pour rebondir sur le logement social... Mais c'est la réalité. Vous voulez que ça vous fait peur quand on dit les choses. 25%, c'est même pas assez. Non, mais il faut de la mixité sociale. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de maires qui font plus de 25% et c'est un drame dans leur commune. Et on le voit dans les communes où LFI vient de gagner. Non, mais d'abord, c'est scandaleux. Mais arrêtez, parce que là, vous êtes vraiment de mauvaise foi. La vérité, c'est que le logement social a été détourné de sa vocation initiale et il est devenu une arme électorale. Et c'est ça qui est scandaleux. Mais vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'à Nantes, tu fais 40% de logement social pour gagner la ville. C'est vous qui êtes scandaleux en disant que nous sommes que M. Bordet. Et vous le savez. Parce qu'il ne faut pas faire de logements sociaux. Mais c'est pas la question. C'est parce qu'on dit que ça a dépassé les limites. Pour les classes modestes. Ce n'est pas la question. Ça a été détourné de son but initial. Ça a été détourné de son but initial pour devenir une arme électorale. Mais bien sûr, et tout le monde le sait. Écoutez André, vous diriez le contraire. Mais pas du tout. Mais vous diriez le contraire. Enfin, le logement social, c'est une nécessité. Mais de faire 40% de logement social... C'est 25% la loi dont vous parlez. 25%. J'ai dit 25%. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais il y a des communes qui font beaucoup plus, qui font du zèle. À Neuilly, c'est 4%. Il faut surtout construire des logements, pardonnez-moi, parce que je vous le répète, c'est une arme électorale aujourd'hui et tout le monde le sait. Et après, tu ne peux plus repartir. C'est embêtant parce que les gens modestes votent. C'est embêtant qu'ils votent. Mais vous savez ce qui se passe. À gauche. Il faut qu'ils restent modestes. Mais vous savez ce qui se passe. Et surtout, il faut qu'ils restent modestes pour voter à gauche. Ce qui se passe, la conclusion de ça, c'est que les villes se paupérisent et tout le monde se barre.
On se barre de Nantes, on se barre de Paris. Ils partent ailleurs, dans toutes les communes avoisinantes de Nantes qui sont passées à droite. Toutes. Ah ben exactement. Orvaux, je les connais toutes. Elles sont toutes passées à droite parce qu'ils quittent les centres-villes. Et vous aurez des centres-villes pauvres avec plus de magasins, plus grand chose, mais vous aurez des pauvres dans vos centres-villes. Vous serez contents. Et des vélos. 16h58. À tout de suite. Nous n'avons même pas écouté ni des hommages ni des archives, donc on peut peut-être écouter ce que disait Manuel Valls. C'était ce matin dans l'heure des pros. J'ai été son collaborateur pendant 4 ans, entre 1997 et 2001, et donc j'ai forcément aussi beaucoup appris. Donc c'était une formation incroyable auprès d'un homme d'État. Et donc on pense à ça, on pense à lui, à Liliane Agacinski, à ses enfants, à ses proches et à tous ceux qui l'ont aimé et apprécié. Alors que restera-t-il de Lionel Jospin ? C'est vrai, son engagement pour le foulard islamique. En tout cas, comment il a géré ce moment de Creil. On est en 1989, il y a 2 jeunes femmes qui arrivent avec un foulard islamique à l'école. Écoutez ce qu'il dit à l'époque. À mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant. Bon, et on voit bien que cette déclaration à 35 ans de distance a manqué de vision, disons-le, au nom de la tolérance. Il eût fallu imposer qu'effectivement on n'entre pas à l'église avec on n'entre pas à l'école avec un foulard islamique. Et puis évidemment l'événement important et hélas qui restera pour lui, c'est de ne pas se qualifier en 2002 pour le 2e tour de l'élection présidentielle. Écoutez ce qu'il disait. Il n'imaginait pas. Comme on peut le penser, les estimations sont exactes. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, qui vient de tomber, est comme un coup de tonnerre. Voir l'extrême droite représenter 20% des voix dans notre pays et son principal candidat affronter celui de la droite au second tour est un signe très inquiétant pour la France et pour notre démocratie. Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. C'était il y a 24 ans. Catherine, on va terminer avec vous, le chapitre Lionel Jospin. Oui, là, il dit tout à l'heure que c'était horrible que le Front National fasse 20%. En réalité, il a fait 16,80%. Et Jospin a fait 16. Epsilon, ils avaient 200 000 voix de différence, c'est tout. Et Chirac a fait un score, il avait perdu 700 000 voix par rapport à sa première élection présidentielle. Il ne faisait plus qu'à peine 19%. Il a toujours fait 19, Chirac. En 95, en 2002, il a fait entre 18 et 20 à chaque fois. Voilà. Mais ce que n'a pas vu Jospin, quand il est arrivé au pouvoir et qu'il a fait, il avait sa majorité plurielle, il faisait un gouvernement avec des têtes importantes où il donnait des postes à la fois au Parti communiste, au Parti radical, aux Verts, enfin un seul pour les Verts, et puis aux radicaux. Et il n'a pas vu que ces 4 partis ont quitté le gouvernement, les ministres, 1 an avant la présidentielle, pour se préparer à la présidentielle. Taubira. Comment ? Madame Taubira. Madame Taubira, que Baïla a été cherchée parce que c'était une indépendantiste guyanaise, elle n'était pas radicale, et elle a fait 2%. Et il n'a pas vu que tous ces gens se présentant à côté allaient lui piquer des voix. Donc ils lui ont piqué 16 points. Donc il ne pouvait pas être élu. Alors s'il ne les avait pas fait entrer, peut-être que ces partis auraient eu aussi leur candidat. En tous les cas, le bon bilan. Chevènement a fait 5. Ce qui est incroyable, Arlette Laguillet de mémoire avait fait 5. Chevènement fait 5. Madame Taubira a fait
fait 5, donc ça fait déjà 15 points. Oui. Donc c'est de la gauche. Alors Arlette Léguier, c'est pas tout à fait là, c'est une gauche plus de rupture. Oui, donc il n'a pas vu. En tous les cas, ce qui était sa gloire 5 ans avant a été son tombeau, quoi. Voilà. Bon. Donc moi, je voulais vous parler parce que sur Jospin, puisque pour moi, il est l'homme qui a fait les 35 heures, et il y a quand même aussi, on dit un réformateur. C'est-à-dire que quand en 99, le commissaire au plan, Jean-Michel Charpin, fait un rapport pour dire attention, en 2006, ça va être grave pour les retraites, il y a des menaces, et il faut vraiment porter à 42,5% à 42,5 points la cotisation des actifs, du privé et du public. Il fallait créer des fonds de pension, enfin évidemment, de quoi braquer évidemment tous les fonctionnaires et tout ça. Et Jospin a dit, n'a pas voulu entendre. Donc il a demandé un deuxième rapport à Dominique Tadei, qui était un économiste socialiste, et qui a dit mais non, ce sont ces prévisions alarmistes, Charpin va trop loin. Donc il était déjà très content, et après il demande un troisième rapport. Tout ça en 2 mois à René Telade, qui était le suppléant de François Hollande, socialiste, ancien ministre des Affaires sociales de Bérégovoy. Et donc, il a fait un rapport pour dire que, dans le fond, tous les problèmes se réglaient avec la croissance. Et lui, il disait, que dans les 40 ans qui viennent, prochaines années, il y aurait toujours chaque année 3,5% de croissance. Eh bien, il a vendu ça comme un bonbon à Jospin, qui l'a avalé trop content, et on n'a plus jamais parlé de réforme de retraite. Vous voyez ? Merci beaucoup, Catherine. Il est 17h11 et sur les 35 heures, puisqu'on est avec Geoffroy Didier, qui est entré dans ce studio, que je salue. Bonjour, Bonsoir, Monsieur Didier, vice-président des Républicains. Eh bien, les Républicains ne sont pas revenus sur les 35 heures avec Nicolas Sarkozy. Il y a eu une volonté quand même d'assouplir la loi avec les heures défiscalisées. Travailler plus pour gagner plus. Les heures supplémentaires qui ont été défiscalisées, qui ont profité à 10 millions d'employés en France. C'était une idée absolument formidable et effectivement qui permettait aux gens de gagner davantage. Mais c'est vrai que le reproche qu'on peut faire à la droite sur les 40 dernières années, c'est de ne jamais avoir été vraiment de droite et de ne pas avoir remis en cause, par exemple, les 35 heures. C'était sans doute difficile et il fallait beaucoup de courage pour affronter une opinion publique, parce que si vous dites aux gens de moins travailler, ils sont contents. Je crois que Bruno Retailleau a annoncé qu'il le proposerait. Oui, je souhaite bien du courage à celui de l'homme qui va arriver en disant faut travailler jusqu'à 70 ans et faut travailler 40 heures par semaine. Jusqu'à 70 ans ? Non. 67. Même en fait, l'idéologie est plus forte que l'économie. Mais vous comprenez. Mais on va marquer une pause. Monsieur Didier est là. Il va pouvoir nous dire que le LR a pris beaucoup de villes moyennes, des villes comme Brest, etc. Et puis, en revanche, parfois, la stratégie n'a pas été la meilleure. Je suis allé la semaine dernière. Nous avons reçu monsieur Haddad. C'est bien ça, Jonas Haddad, qui nous a dit que Madame Vassal se maintenait pour la métropole. Et hier soir, j'apprends qu'elle ne se maintient pas du tout pour la métropole parce qu'elle lâche la métropole. On nous a raconté des salades. On nous a menti. On nous a menti. Il y a Georges qui découvre l'info. Monsieur Haddad est venu 2 fois. Vous êtes témoin. Je salue l'excellent Laurent Tessier. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour à tous. Nous sommes témoins. Il nous a dit ça. Je vous confirme. Elle pensait peut-être pas faire 5. Elle a fait un score tellement bas qu'elle n'a pas d'autre choix que de se retirer. Elle avait juste à nous écouter. On a dit précisément qu'elle ferait le score qu'elle a fait la semaine dernière. Mais alors puisque c'était couru. En tout cas, elle a fait lire Payan. Mais pourquoi elle ne sait pas quoi retirer ? Vous demanderez ça à monsieur... Didier, après la pub, vous demanderez ça, la bonne stratégie des LR. Ah si, Payan aurait été élu grâce à ce... c'est pas vrai, en partie. En partie, mais ne dites pas ça, il a fait plus de 50%. En partie. Vous additionnez les 5% avec Franck Alizio, ça n'aurait pas suffi. Tu votes LR à Marseille et tu fais élire Payan. Donc la prochaine fois, tu voteras directement Rassemblement National. Puisque le LR pousse les 5% qui ont voté Vassal, ils ne voulaient pas voter RN, visiblement. On en parlera après la pause, il est 17h13. Je suis en train de chauffer la machine. Geoffroy Didier est derrière son micro. À tout de suite. Merci.